Bon, on peut faire une petite révision des chapitres 5 et 6. Ça ne sera pas exhaustive, mais je vais toucher les points les plus pertinents. Cependant, je ne ferai pas d'exemple ou d'exercice numérique. Vous êtes responsable pour regarder celles qui étaient dans les exercices. Et l'examen pratique sera vraiment similaire à celle que vous voyez. Bon, donc disons qu'on a une réaction avec des coefficients stoichiométriques différents. On peut définir quelque chose qu'on appelle le progrès de réaction. C'est quoi? C'est une variable entre 0 et 1, ou n'importe quelle valeur, qui va nous dire le montant des réactifs ou des produits qui sont soit utilisés ou formés. Donc, en particulier, si on commence avec A0, B0, C0, D0, la concentration de A, c'est sa concentration initiale moins le coefficient stoichiométrique fois le progrès de réaction. OK, on va l'écrire un peu mieux. La concentration de B, sa concentration initiale, moins son coefficient stoichiométrique fois le progrès de réaction. Donc, c'est un produit, donc sa concentration va augmenter, et la même chose pour D. S'il y avait 5 réactifs et 3 produits, la structure est exactement la même, sauf qu'il y a plus de réactifs et de produits, c'est tout. On peut définir la vitesse de réaction comme le dérivé de le progrès de réaction avec le temps. C'est une vitesse qui est reliée aux vitesses d'apparition ou de disparition de chaque espèce. En particulier, c'est moins 1 sur A dA dt. Pourquoi est-ce qu'il y a un signe négatif? Parce que sa concentration diminue avec le temps. Moins 1 sur B. OK, c'est pas optimal. J'ai confiance en vous que vous pouvez distinguer le 1 sur t, qui est le coefficient stoichiométrique, du dérivé avec le temps. OK. Ensuite, on a vu les lois de vitesse différentielle. Là, toujours, on a définition comme dérivée du progrès de réaction avec le temps. Puis, on a vu que la vitesse de réaction est en général un constant fois la concentration d'un des réactifs à une puissance donnée fois la concentration d'un autre des réactifs à une puissance donnée. Et d'habitude, OK, on va définir la somme des exposants dans la loi de vitesse différentielle. L'ordre de la réaction. D'habitude, on a des réactions d'ordre 1
On a des réactions d'ordre 2, mais beaucoup moins. Et je connais aucun exemple d'une réaction d'ordre 3. C'est possible qu'ils existent, mais j'en connais aucune. Pourquoi? Si une réaction est d'ordre 3, il faut avoir trois choses à la même place en même temps avec assez d'énergie. Donc, une des leçons que vous allez apprendre à l'université, j'espère, c'est que s'il faut arranger trop de choses en même temps, c'est compliqué, ça n'arrive pas. Donc, car il faut avoir... Ok, on voit pas d'exemple particulier. Les lois de vitesse viennent des résultats expérimentaux. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a la méthode d'isolation. C'est quoi? Une réaction avec plusieurs composants. On fournit un grand accès de toutes les espèces sauf une, puis on mesure le taux de réaction. Pourquoi est-ce que ça marche? Donc, disons que la vitesse a une forme inconnue. Donc, il y a deux espèces qui sont présentes. On ne sait pas la loi de vitesse. On fournit un grand accès de B. Là, si on a beaucoup de B, beaucoup de V, pardon, B, en particulier comparé avec A, la variation du montant, c'est pas si grand que ça, donc on dit que c'est un constant. Donc, dans ce cas-là, cette partie-là, on peut dire que c'est un constant K'. Là, on peut mesurer le taux de vitesse pour plusieurs concentrations de A différents. On fait un plot linéaire, puis on trouve l'exposant A. Ensuite, on a logarithme de V, c'est logarithme de K'. OK, là, comme il semble que vous avez besoin de la pratique avec les logarithmes, on a un logarithme d'un produit, c'est quoi? C'est une somme de logarithmes. Donc, logarithme de K' plus et ça c'est A logarithme A. Bon, donc,
Le montant de A est connu. K' c'est un constant, donc sa logarithme est un constant. V est mesuré, donc on peut calculer directement la logarithme de V. On a la forme y égale à b plus, en particulier, a fois x. Donc on varie x, on mesure y, on fait un plot linéaire, on peut trouver a et b. Qu'est-ce que ça nous donne? En particulier, le nombre entier a, ou nombre demi-entier a, qui vous donne l'ordre de la réaction en A. On répète l'expérience pour B en fournissant un grand accès de A. On trouve le nombre B minuscule, puis ça nous donne l'ordre de réaction en B. On les met ensemble pour trouver l'ordre de la réaction totale. OK, le message final de cette section était de toujours linéariser vos données. Pourquoi? Parce qu'on comprend les lignes droites facilement, mais les courbes, impossible. Si vous pensez que c'est possible d'interpréter une courbe directement, je vous dis que vous n'avez pas raison. Bon. Ensuite, les lois de vitesse intégrées simples. Dans les notes, je vous ai montré plusieurs cas plus difficiles où il fallait utiliser les fractions partielles. Sur l'examen, il n'y aura pas de questions qui concernent les fractions partielles. Donc, c'est correct, vous n'avez pas besoin d'être capable de faire ça. Vous êtes censé de l'être, car vous avez un cours de calcul différentiel et intégral, mais whatever, c'est pas ce que je teste directement dans ce cours. Bon, donc, les lois de vitesse intégrées que je veux que vous êtes capable de trouver. Donc, on a en général cette forme-là. Puis, il y a trois cas différents. M est égal à 0, c'est assez facile. On a dA dt, c'est moins k. Donc, l'intégrale de dA entre A0 puis A, c'est moins k. K, c'est un constant. Intégrale entre temps initial. Puis le temps initial, on peut supposer que c'est 0, donc vous pouvez mettre t est égal à 0, dt. OK, dA, c'est quoi l'intégrale? L'intégrale de dA, c'est A. Donc, A moins A0, c'est égal à moins K, T moins 0. Le 0, vous pouvez oublier, donc moins K, T. Et on va le mettre dans cette forme-là. Je fais le plot linéaire parce que je veux que vous soyez capable de le faire. C'est la concentration de A comme fonction de temps. À un temps initial, on a A0. Puis, on a une diminution linéaire avec le temps. Et c'est quoi la pente? C'est moins K. Okay, la pente est K, mais à cause que la pente est négative. Bon. À un moment donné, on va couper l'axe, puis après ce temps-là, il n'y a aucun A qui reste, donc la réaction est complète. Bon, deuxième cas. M est égal à 1. C'est le cas qui est le plus commun. Donc, OK, on réarrange. Ensuite, on prend l'intégrale entre A0 puis A. Puis à gauche, entre 0 puis T. OK. Dx sur x, on l'a vu plusieurs fois, c'est la logarithme de x. Donc, logarithme de A moins le logarithme de A0, autrement écrit comme ça. Ce n'est pas la forme qu'on utilise d'habitude. Donc, la forme la plus pratique, parce que c'est linéaire, c'est
ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait un dessin de logarithme de la concentration de A versus T, on a le logarithme de A0 qui diminue avec une pente moins K. Bon, il y a une particularité ici. On ne peut jamais arriver à un logarithme de quelque chose d'égal à 0. Ça n'existe pas. Mais voilà. Une autre forme d'écrire la concentration comme fonction de T. On prend l'exposant des deux côtés, puis on a que la concentration de A, c'est sa concentration initiale fois l'exposant de moins KT. Donc, si on fait un diagramme de A versus T, on a une concentration initiale, puis une diminution exponentielle. Et éventuellement, ça va tendre vers 0, mais très, très lentement. OK, finalement, le dernier cas, et tous ces cas sont les mêmes, sauf que les cas m est égal à 3 n'arrivent pas, puis m est égal à 4 n'arrive pas, donc c'est vraiment m est égal à 2. On réarrange. OK, ça, vous êtes capable d'intégrer, puis ça aussi. OK, donc l'intégrale de x puissance m, c'est 1 sur m plus 1, x puissance m plus 1. Donc, c'est valide pour toute valeur de m non égale à moins 1. Donc, ici, on a moins m. Donc, si on change ça à moins m, on a moins m plus 1, puis moins m plus 1. C'est moins clair si je l'écris comme ça. C'est x puissance moins m moins 1. OK. De cette forme, peut-être c'est plus clair. Autrement écrit. Et ça, c'est écrit sur la feuille de vos équations. Pas de cette forme-là, mais
OK. Soyez capable de faire le réarrangement là. On commence ici, on multiplie les deux côtés par 1 moins m. Ensuite, on additionne 1 sur A0 puissance à moins 1. OK, finalement, je ne fais pas le plot pour vous. Y, B, A, X. Donc, un diagramme de temps sur l'axe des X versus 1 sur la concentration de A aux puissance à moins 1 a une forme linéaire avec une pente qui est plus que 1. Et la pente en particulier, c'est à moins 1 fois K. Et l'ordonnée à l'origine, la concentration initiale aux puissance à moins 1 au dénominateur. OK, les demi-vies, je ne vais pas discuter. Vous êtes capable de les trouver. Je ne vais pas vous demander de faire le développement pour trouver l'expression, mais soyez capable de distinguer entre les cas 0, 1 et 2. Ils sont écrits sur la feuille des équations, mais ce n'est pas écrit les ordres de réaction, donc soyez capable de les distinguer. Bon, ensuite, on arrive aux lois de vitesse intégrées compliquées, qu'on ne discutera pas. Et c'est plus ou moins ça pour le chapitre 5. Okay. Au chapitre 6, on va discuter rapidement. Il y avait beaucoup d'exercices et d'exemples ici, donc regardez les exemples et les exercices. Le message, c'était on simplifie les mécanismes en utilisant un des deux approximations. OK, donc il y a deux approximations. On peut utiliser un des deux parce qu'ils sont valides dans des cas différents et je veux que vous soyez capable de différencier entre eux. Donc, il y avait pré-équilibre. Donc, dans ce cas, on a A qui est en équilibre avec B qui forme les produits. Pour utiliser cette approximation-là, il faut que les réactions de l'équilibre sont beaucoup plus rapides que celles qui forment les produits. Donc, il faut que les réactions d'équilibre entre A et B sont pourquoi? Si les réactions d'équilibre sont très rapides, on peut supposer que A et B sont toujours en équilibre. Aussitôt que B est utilisé pour former les produits, l'équilibre entre A et B est réétabli. Donc, c'est quoi l'approximation ou c'est quoi la simplification qu'on peut faire?
On suppose que A et B sont toujours en équilibre. OK, donc l'autre approximation, c'est l'approximation d'état stationnaire. Avec le même exemple, on peut utiliser, dans le cas où, aussitôt que B est produit, elle est utilisée pour former P. Donc, dans ce cas, la concentration de B ne change pas trop, car aussitôt que c'est produit, c'est utilisé. Il faut la réaction qui forme P très rapide comparée avec la formation de B. Ensuite, il y avait plusieurs exemples où il faut utiliser l'approximation d'état stationnaire pour simplifier des équations cinétiques. Il y aura un mécanisme à l'examen où il faut faire ça, je vous garantis. Je vous dirai ce que je cherche. Donc, d'habitude, c'est une loi cinétique ou un ordre de réaction. Et je vous dirai pour quel intermédiaire on peut utiliser l'approximation d'état stationnaire. OK, Lindemann-Christensen, c'est un exemple particulier. Plusieurs exemples. Un concept que vous devez savoir, c'est l'état de transition. Et on regarde l'énergie comme fonction de... En principe, c'est un coordonnée qui décrit la réaction, donc disons le progrès de la réaction. On a les réactifs qui sont à une énergie particulière. Il faut passer une structure géométrique qui n'est pas favorisée pour arriver au produit. Donc, cette différence-là, c'est une énergie d'activation. Ce point-là, il y a plusieurs mots différents qui décrivent plus ou moins la même chose. Je ne fais pas la distinction dans ce cours, donc on peut simplement dire l'état de transition. C'est quoi? Une structure géométrique non favorisée. Pourquoi non favorisée? Haute en énergie comparée avec les réactifs et les produits, par laquelle la réaction se passe. Okay, l'exemple que vous connaissez, c'est SN2 symétrique. Donc là, on a, disons, BrCH3 plus Br- qui devient CH3Br plus Br-. Au milieu, il y a une structure géométrique qui est plus haute en énergie, où on a
quelque chose comme ça, et les distances ici sont les mêmes. Donc cette structure n'est pas stable. Okay, avec une définition particulière, oui, c'est stable, mais c'est pas le point. C'est une structure géométrique plus haute en énergie que la réaction faut passer pour former soit les réactifs ou soit les produits. C'est plus haute en énergie des deux. Dans ce cas, les réactifs et les produits sont à la même énergie. Ce n'est pas le point majeur de cette description-là. Dans les notes cette année, j'ai appelé ça delta G comme ça. Il y a une relation entre delta G d'activation et le constant de vitesse. Le logarithme de la constante de vitesse, c'est le logarithme de quelque chose, moins delta G divisé par RT. Donc, un plot de logarithme de K versus 1 sur T est linéaire. OK. Finalement, ici, je veux écrire l'équation d'une autre forme pour qu'on peut le discuter un peu. K, c'est égal à A exponentielle OK, donc K, c'est quoi? C'est la constante de vitesse. C'est une mesure du nombre de collisions de molécules avec assez d'énergie en bonne orientation pour faire la réaction. A, c'est une mesure de la fréquence de collision. OK, et l'exposant de moins delta G RT, c'est quoi? C'est la fraction, la proportion des molécules ici qui ont assez d'énergie pour dépasser l'énergie d'activation. Donc, quand on multiplie A, la fréquence de collision, fois l'exponentielle, qui donne la proportion de molécules avec assez d'énergie, ça nous donne une mesure du nombre de collisions avec assez d'énergie, ce qui est K, la constante de vitesse pour une réaction. Bien entendu, si on augmente la température, plus de molécules auront assez d'énergie, K devient plus grand. Okay, et ça, c'est une conclusion que nous revient au premier cours. C'est quoi la température? C'est une mesure d'énergie de particules. Donc, à une plus haute température, ils ont plus d'énergie, donc la proportion qui ont assez d'énergie est plus grande.
ça nous apportait à la catalyse. Je ne vais pas discuter ça trop. Relisez vos notes. Le message de la catalyse, c'est que on offre un mécanisme différent pour éviter l'état de transition ou les étapes qui sont là. Donc, on arrive à la même point final d'un mécanisme différent offert par le catalyseur. Il y a plusieurs stratégies. Les exemples que vous verrez sont les complexes organométalliques, puis les enzymes biomoléculaires. Le cas cinétique qu'on a vu particulier, c'est Michaelis-Menten, et je vais écrire les équations rapidement. Ne mémorisez pas le développement, ça ne sert à rien. Le message, c'était qu'on a enzymes plus substrat qui sont en équilibre avec un complexe enzyme-substrat où les deux sont liés ensemble. Ça va former le produit et reproduire l'enzyme. Donc, l'enzyme est un catalyseur qui transforme le substrat en produit. Comment est-ce que ça marche? Le substrat est lié à l'enzyme dans une orientation favorable pour faire la réaction pour que l'énergie d'activation est minimale. Donc, en utilisant l'approximation d'état stationnaire, on arrive à une forme particulière pour la cinétique ici. La vitesse de réaction, c'est une vitesse maximale divisé par 1 plus un constant divisé par la concentration de substrat initial. Et on peut mettre ça en forme linéaire. Donc, c'est linéaire avec une pente qui est positive. L'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur V max. Et si on fait l'extrapolation ici, on trouve moins 1 sur Km, je pense, oui. Pourquoi est-ce que l'ordonnée et l'abscisse à l'origine sont ça? Réarranger cette équation pour trouver la réponse. Bon, donc, je n'ai pas couvert tous les détails. Relisez vos notes. Les lois de vitesse intégrées avec les fractions partielles ne seront pas à l'examen, donc n'ayez pas peur de ça. Soyez confortable avec les mécanismes où il faut utiliser l'approximation d'état stationnaire et regardez les exercices numériques. L'examen que vous verrez sera vraiment similaire à celle que vous avez vue comme pratique.